Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler d'handisport, même si maintenant, à l'approche des Jeux à Paris, il paraît que l'on ne parle plus d'handisport mais de parasport. On parle de para-athlète et aujourd'hui, on va parler avec un para-escrimeur qui fait de l'escrime mais avec plusieurs armes. On en parlait un petit peu en off. Je suis très heureux de recevoir Ludovic Lemoine. Salut Ludovic. Salut Armand. Bon, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai tendance de temps en temps à raccourcir les prénoms. Donc si je lâche un petit Ludo, ça ne te gênera pas ? Avec plaisir, au contraire. Ludovic, c'est pour l'administratif. Appelle-moi Ludo, il n'y a pas de souci. Ça va. Je te propose de commencer avec la première question que je pose à tous les invités. Dis-nous tout, qui est Ludovic Lemoine ? D'accord, alors déjà, vaste question. Donc pour me présenter, donc j'ai 37 ans, je suis, comme tu le dis, donc para-escrimeur, donc je pratique donc le para-escrime ou l'escrime handisport, hein, on peut dire les deux. Donc je pratique ce sport depuis que j'ai 8 ans. Oui, donc j'en suis à ma 29e année dans ce sport. Ça me fait 21 ans à haut niveau. Et donc au fil de ma carrière, j'ai eu la joie d'avoir une carrière remplie de tout ce qu'un sportif peut espérer, avec donc plusieurs médailles à mon palmarès en championnat du monde, championnat d'Europe. Et mes plus belles fiertés sont les 2 médailles obtenues aux Jeux paralympiques au fleuret par équipe, médaille d'argent obtenue à Londres 2012 et médaille de bronze obtenue à Rio 2016. Voilà, actuellement je suis en course pour les qualifications, donc pour les Jeux de Paris. Je réside à Clermont-Ferrand et à côté de l'escrime, donc je suis conseiller bancaire et également papa d'une petite fille de 7 ans. Voilà, je pense que je t'ai déjà donné un certain tableau. Et pour compléter, pourquoi est-ce que je dis escrime handisport ? C'est parce que, bien sûr, ça peut pas se voir au micro. Je suis totalement amputé de la jambe droite suite à un cancer du fémur qui s'est manifesté quand j'avais pas tout à fait 5 ans. Et donc après 15 mois de chimio, rayons, tous les traitements possibles. L'amputation était la seule façon de me sauver la vie. Et du coup, donc j'ai été amputé totalement de la jambe droite à l'âge de 6 ans. Et donc, suite à ça, donc ensuite, j'ai fait mon parcours de vie, voilà, mon sens le plus naturellement du monde. J'ai commencé l'escrime, donc après l'amputation, hein, j'étais déjà handicapé quand j'ai commencé l'escrime, et puis ensuite j'ai avancé au fil des années. Voilà. Alors ça veut dire quoi, amputé complètement de la jambe droite ? C'est à quel niveau que c'est coupé ? Ça veut dire aussi, est-ce que tu te déplaces en fauteuil ? Tu te déplaces avec des béquilles, avec une prothèse ? Comment ça marche ? Enfin, si je peux me permettre. Non, mais avec plaisir, aucun souci. C'est que, donc, quand je suis totalement amputé, c'est que je suis vraiment coupé au ras de la hanche. Moi, si tu veux, c'est que la partie qui était malade, c'était vraiment la tête du fémur, la partie qui était vraiment à l'insertion avec la hanche. Donc, juste ce qu'on appelle une désarticulation.
de la hanche, c'est que voilà, je n'ai plus rien du tout, plus aucun moignon de la jambe droite. Donc en fait, suite à ça, j'ai eu une prothèse tous les jours d'école du CP jusqu'au bac, parce que c'était important, pendant que je grandissais, de garder le dos le plus droit possible, et pour éviter les problèmes de scoliose et autres. Mais le problème, c'est que comme je n'ai aucun moignon, la seule façon de faire tenir la prothèse, c'était d'avoir tout un corset qui me prenait tout le bassin. Et du coup, j'ai jamais été à l'aise. Je boitais, je pouvais pas aller ni très vite ni très loin. Quand je revenais de l'école, j'avais des marques bleu-noir, ça me faisait mal. Enfin voilà, c'était la galère. Donc quand j'ai eu 18 ans, sur une visite de contrôle, les médecins m'ont dit, bon, t'as fini de grandir. Si tu veux continuer de mettre la prothèse, il n'y a pas de souci, mais si tu veux arrêter de la mettre, voilà, maintenant c'est comme tu veux. Et du jour où on m'a dit ça, je l'ai mise dans un placard, j'y ai plus jamais touché. Donc en fait, je me déplace avec des béquilles, et donc souvent avec les béquilles et un sac à dos, ça me permet d'être vraiment tout terrain. Donc voilà, je peux tenir, je peux enchaîner beaucoup de marches. Et au fil du temps, j'ai vraiment passé, je pense, sur tous les terrains possibles, en montagne, dans le sable, dans la neige. J'ai visité une bonne partie des capitales européennes. J'ai traversé la Thaïlande avec un sac à dos. J'ai grimpé plusieurs fois le Puy de Dôme à côté de chez moi à pied. Enfin voilà, je me débrouille sans aucun problème là-dessus. Et quand je suis chez moi, par contre, sur les toutes petites distances, quand je suis à domicile, la plupart du temps, en fait, je laisse les béquilles dans un coin et je fais toute mon activité quotidienne à cloche-pied, y compris de toute façon tout ce qui va être les tâches quotidiennes, l'entretien de la maison. Je peux faire tout ce qui va être les cuisine, ménage, etc. Ça, je peux très bien le faire sur un pied. Et puis voilà. Le fauteuil, alors j'ai un fauteuil de ville, mais qui ne me sert vraiment que de façon très exceptionnelle. C'est vraiment quand je sais à l'avance que je vais avoir des longues distances plates, sans escalier, sans quoi que ce soit. Ce sont les rares cas où je prends le fauteuil, mais c'est vraiment pas souvent. Bon, après, l'âge avançant, je sais qu'il faudra que je le prenne de plus en plus, mais bon, j'en suis pas encore tout à fait là. Moi, j'imagine que du coup, ça t'oblige à avoir une certaine dextérité au niveau de la jambe gauche, qui est pas malade. Et puis, t'as développé, ça doit t'aider pour ton sport à développer toute la partie renforcement musculaire, PPG, au niveau du haut du corps, à force de porter les béquilles. C'est surtout... sur les béquilles, peut-être un petit peu en termes, peut-être au niveau épaule, mais après c'est sûr que oui, je pense que j'ai un sens de l'équilibre où je peux défier pas mal de monde, et c'est vrai que oui, bon, les béquilles effectivement m'ont permis d'avoir quand même un certain renforcement d'épaule. Bon, pour autant, je pense que j'ai quand même le haut du corps qui est un peu moins, si c'était que par les béquilles, un haut du corps qui est un peu moins développé que des personnes qui sont en fauteuil. Et puis surtout aussi ce qui m'a aidé, le fait d'être sur une jambe, c'est tout ce qui va être sur le gainage des abdos profonds, qui m'est utile aussi dans l'escrime pour faire mes attaques et mes retraites, quoi. Tout à fait. En escrime, en para-escrime, dans ta catégorie, t'es en fauteuil ou t'es debout? Alors, en fait, donc l'escrime handisport ou para-escrime, tout le monde est en fauteuil, quel que soit le type de handicap, pour lisser les différentes situations. On se pose pas la question, tout le monde se met dans un fauteuil, et les fauteuils sont immobilisés sur des plaques. Donc voilà, quand tout le monde pense qu'avec les fauteuils on se fonce dessus et tout, non, les fauteuils sont immobilisés sur des plaques, ils ne bougent pas du tout, et entre les plaques on a une barre transversale qui va permettre de régler la bonne distance de combat au départ, et qui permet aussi de garder toujours le bon angle de combat tout au long du match. Une fois que la distance est fixée avant de commencer, après elle ne bouge plus du tout. Donc après, tout notre jeu, ça va être justement de faire des bascules de corps. Avec une main, on tient son arme, avec l'autre main, on se tient à une poignée sur le côté du fauteuil, et on va faire des translations de corps, des bascules pour attaquer et se défendre. Dans l'escrime handisport, alors il y a trois catégories, on va dire, il y a deux catégories principales de handicap. Catégorie A, donc comme moi, les athlètes qui ont des abdos et donc qui peuvent vraiment bouger assez rapidement sur le fauteuil.
pour le faire de façon très caricaturale, ce sont les personnes, les athlètes qui peuvent marcher au quotidien. Souvent, ça peut être ça. Et ensuite, on a une catégorie B, les personnes qui ont moins d'un certain seuil d'abdos. Et là aussi, pour le faire très résumé, ce sont les personnes qui sont en fauteuil roulant au quotidien. Voilà. Et on a aussi, donc on a une troisième catégorie pour les athlètes qui sont tétraplégiques. Donc il y a aussi une infirmité en termes de mobilité de bras. Mais on va dire c'est une catégorie qui est nettement moins représentée, qui n'est pas au programme des Jeux paralympiques. Donc voilà, c'est une catégorie un petit peu en marge. Donc ce qui veut dire que sur le para-escrime, ce sont que des gens qui sont soit qui se déplacent en fauteuil, soit qui peuvent marcher, enfin qui ont des abdos, mais qui j'imagine ont un membre en moins. On va pas avoir des gens qui sont atteints de handicap non moteur, mais plutôt d'handicap cérébraux. Non, effectivement, ça on n'en a pas. Oui, nous c'est vraiment sur du handicap moteur. Après tu vois, dans ma catégorie, comme j'ai dit, donc moi je suis amputé du coup totalement de la jambe droite. Je peux être en concurrence avec des athlètes qui ont peut-être qui sont amputés aussi mais moins haut que moi, peut-être par exemple qui sont amputés au niveau du genou ou peut-être seulement au niveau de la cheville, ou des athlètes qui n'ont pas du tout leurs deux jambes, ou des athlètes qui ont leurs deux jambes mais par exemple type les infirmes moteurs cérébraux ou quoi que ce soit, qui ont des problèmes pour la marche, qui ont un handicap de marche mais qui ont quand même leurs deux bras, leurs deux jambes. Voilà, on est tous ensemble dans la même catégorie. Après, dire même pour peut-être que je devance déjà peut-être un peu une future question. Aussi, ce qui est vraiment top, je trouve, dans l'escrime handisport, c'est que le fait comme ça que les fauteuils ne bougent pas, et en fait, n'importe quel escrimeur ou escrimeuse valide peut s'asseoir d'un fauteuil roulant en face de moi, ça annule son avantage de jambe, et après on fait que travailler sur la technique de main. Et donc bien sûr, au début, ça les déstabilise un petit peu, mais après, quand ils prennent l'habitude, on s'envoie des super matchs et je veux dire, que ça soit moi ou tous mes coéquipiers de l'équipe de France, on s'entraîne tous dans nos clubs respectifs, uniquement, avec des valides. Et moi, donc mon entraîneur, mon maître d'armes, c'est un valide. Mes partenaires, ce sont des valides. Et pour eux, maintenant, c'est aussi naturel de faire des escrimes debout que assis. Voilà, ils font 3 matchs debout, ils viennent s'asseoir, ils repartent debout, etc. Et du coup, le travail de technique de main qu'ils sont obligés de faire contre moi, ça les permet après d'utiliser ce travail pour être plus efficace quand ils retournent faire de l'escrime debout. Donc voilà, c'est vraiment ça sur le côté inclusion. L'escrime handisport, c'est pas un athlète, c'est pas un athlète valide qui va venir rendre service à un handicapé, c'est vraiment gagnant-gagnant. Est-ce que ça voudrait dire que on pourrait même imaginer que des athlètes valides pratiquent le para-escrime même au JO sans avoir de handicap, ou c'est vraiment des sports qui sont réservés, en tout cas dans les compétitions internationales, pour les gens porteurs de handicap? Aujourd'hui, à ce jour, nous, à l'international, c'est réservé au handicap. Voilà, il faut pas... parce que si... c'est quand même l'essence un peu de notre sport, c'est quand même justement de permettre l'expression des athlètes en situation de handicap. Pour autant, là où effectivement nous on a poussé le curseur en France, à ma connaissance, je pense on est peut-être bien le seul pays à avoir développé ça. Toutes nos compétitions de circuit national en dehors du championnat de France sont ouvertes à tous les athlètes valides qui souhaitent y participer. Donc on a une petite dizaine d'épreuves nationales chaque année. Tous les athlètes du club qui organisent en général, ou des clubs alentours, ou des fois nous aussi, si le peuvent, on aime bien ramener nos sparring pour qu'ils voient un petit peu des jeux différents. Comme ça, du coup, les athlètes valides se mettent dans la condition du fauteuil, et c'est déjà arrivé que ça soit un athlète valide qui gagne la compétition handisport. Il s'est mis en condition, il a été meilleur, point, c'est tout, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est super intéressant, tu vois, c'est des éléments qu'on connaît pas forcément du para-escrime, de l'escrime handisport, et je pense que c'était nécessaire de revenir dessus. En off, on avait aussi une discussion sur les sélections pour les JO, mais on y reviendra un peu après. J'aimerais déjà qu'on revienne un petit peu sur toi, parce qu'on s'est éparpillé sur le sport, mais donc toi, tu découvres l'escrime handisport à 8 ans, tu étais déjà en situation de handicap, on t'avait déjà amputé de la jambe. Comment est-ce que tu es venu
à l'escrime? Comment est-ce que tu es venu à ce sport pour un gamin de 8 ans? Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports avant? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit, tiens, Ludo, tu nous casses les pieds, tu es trop agité, on va te faire un sport, et ils sont tombés sur l'escrime? Enfin, comment est-ce que l'escrime est venu à toi? Alors souvent c'est que, déjà je pense, on va dire en général, je pense que t'as déjà dû l'entendre dans tes interviews, beaucoup d'athlètes te disent, oh là c'est un coup de chance, la bonne rencontre, etc. Donc je pense effectivement c'est souvent vrai, mais je pense là pour le coup, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment cette situation-là. Donc pour reprendre, donc en fait suite à mon amputation, donc mes parents ont tout de suite compris, étant dans une famille assez sportive, ils ont tout de suite saisi que le sport serait vraiment un excellent moyen de m'aider, du coup à appréhender ce nouveau corps, à me dépenser, à me défouler, à prendre confiance en moi, à me faire des nouveaux copains, à repousser les limites, enfin voilà, tous les bienfaits physiques et mentaux qu'on peut trouver dans le sport. Et étant eux assez versés dans les arts martiaux, donc depuis tout petit je baignais dans cet univers-là, et du coup je voulais faire des arts martiaux comme papa et maman. Bon, du coup ils m'ont inscrit au judo à l'âge de 7 ans. Et bon, au début, on va dire, à cet âge-là, comme c'est des petits jeux et tout, bon, ça se faisait bien, c'est pas le souci. Mais bon, on le voyait bien, et puis moi-même, j'en étais conscient. On va dire, un sport où il faut faire tomber l'autre quand on est soi-même sur une patte, bon, ça sentait bien que la marge de manœuvre, elle était pas énorme. Donc, ils ont contacté la fédération handisport, qui leur a dit, tiens, dans votre ville, à Vannes, en Bretagne, il y a un club d'escrime handisport avec un homme et une femme, champion paralympique, champion du monde et tout, et la maître d'armes qui leur a tout appris. Donc du coup, j'ai débarqué dans ce club à l'âge de 8 ans, et du coup, d'avoir les grands champions devant les yeux, tout de suite, pour moi, c'était vraiment des modèles, hein, de son, puis je les voyais partir en compétition et tout, et dès qu'on m'a mis un fleuret dans la main, c'était le coup de foudre immédiat. Voilà, je me suis pris pour un chevalier. Enfin voilà, c'est ça toute la magie de l'escrime. Et j'ai tout de suite trouvé dans l'escrime tout ce que j'attends moi d'un sport tout ce qui peut me faire du bien, quoi. Donc, et justement, qu'est-ce que tu y trouves dans un sport qui te fait du bien? Pour moi, c'est que l'escrime, alors déjà, c'est un sport qui est extrêmement technique. Même si je pense que aujourd'hui avec mon ancienneté et tout, enfin voilà, je pense aujourd'hui je sais tout faire, et dans le haut niveau tous les athlètes savent tout faire, mais on ne peut jamais maîtriser parfaitement toutes les techniques à tout instant. On va toujours avoir un moment où il va y avoir un peu un point fort, et puis du coup on va avoir une lacune peut-être dans un certain jeu défensif. Du coup on va retravailler ce petit point faible, mais du coup cette attention qu'on porte sur l'entraînement, du coup on la porte plus ailleurs, et il faut retravailler un autre point, et comme ça c'est toujours en train d'avoir un cycle tournant sur les points d'entraînement qu'on travaille. Donc on n'en fait jamais totalement le tour. En plus de ça, donc, du coup, je sais pas si t'as vu des images, des vidéos d'escrime handisport. C'est extrêmement physique. On peut vraiment aller à fond, comme les fauteuils sont arrimés. On peut vraiment basculer le corps dans tous les sens, et c'est extrêmement sollicitant pour tous les muscles au-dessus de la ceinture. Donc, c'est vraiment une dimension physique qui compte. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est tout le côté surtout stratégique. C'est vraiment comme tous les sports d'opposition, hein, c'est une partie d'échecs qui va à 100 à l'heure, encore plus là avec le côté handisport où la distance entre les adversaires est plus petite et plus rapprochée que en escrime valide. Donc faut vraiment essayer d'avoir un coup d'avance sur son adversaire, lui tendre des pièges, déjouer les pièges que l'adversaire nous tend, s'adapter en permanence, etc., etc. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que moi avec mes partenaires, on peut aligner des centaines d'heures d'entraînement, on n'aura jamais 2 fois le même match parfaitement identique. Donc ça évite aussi, à mon sens, un côté lassitude. Et enfin, je trouve que ce qui est quand même important, c'est que contrairement peut-être à d'autres sports, tu peux peut-être typiquement arts martiaux ou quoi que ce soit, où si on fait pas attention à nos gestes ou quoi, potentiellement ça peut faire vraiment mal à son adversaire. Là pour le coup, avec les protections, les équipements, le masque, les vestes, les gants et tout qu'on a, on peut aller pleinement dans le côté combat,
dans le pire des cas, je vais faire trembler mon adversaire. Mais avec mon sabre, je ne peux pas lui casser le bras, je peux pas lui casser l'épaule, je peux pas lui faire vraiment mal. Donc on peut vraiment y aller à fond en toute sécurité. C'est bien, tu peux te défouler en sachant que tu ne vas pas faire mal à l'adversaire. Exactement, c'est ça. Ou dans le pire des cas, même si à un moment ça tape un peu fort, de toute façon, enfin, je reviens toujours de l'entraînement avec 2 ou 3 marques. Hein, je peux pas dire qu'il y a rien. Mais ouais, ce sont jamais, il n'y a jamais de blessures graves. Encore une fois, donc non. Pour nous, le pire risque qui puisse arriver, ça serait que la lame se casse. Auquel cas, ça devient un vrai pic à brochette. Et c'est là que du coup, c'est pour ça que dans ces moments-là, on arrête tout de suite l'action et que si jamais il y a besoin, on a notre équipement et dans un textile spécial pour faire en sorte de ne pas être transpercé. Donc ouais, tout est fait pour sécuriser au maximum. Ouais, je vais pas te dire qu'il y a jamais eu d'accident en escrime. Il y en a déjà eu, oui, certes, mais pour autant, ouais, c'est un risque sur je sais pas combien de millions. Enfin, et dans l'escrime en e-sport, j'en ai jamais vu. Donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment à la marge. Toi, tu pratiques, tu nous as dit, le fleuret et le sabre. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs disciplines dans l'escrime en e-sport, comme dans l'escrime valide, avec une différence, et on en parlait en off, c'est que dans l'escrime valide, en général, les combattants se spécialisent sur une arme, alors que dans l'escrime en e-sport, vous pratiquez rarement une seule arme, mais souvent 2, voire 3, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais, nous, on a la possibilité de pratiquer plusieurs armes, comme tu dis. Donc l'immense majorité des athlètes sur le circuit pratiquent 2 armes. Certains choisissent, assument à fond leur spécialisation et n'en pratiquent qu'une seule. Certains au contraire jouent l'ouverture et vont tenter de jouer sur les 3 armes. Bon voilà, mais là, moi je suis dans le cas de la majorité, donc je pratique 2 armes. Mais même si on en pratique 2, là, l'immense majorité des athlètes, en général, on a souvent une arme de spécialisation, enfin voilà, une arme de prédilection en termes de résultats, et la deuxième arme où voilà, on peut toujours faire un bon coup une fois de temps en temps, mais c'est plus compliqué d'être constant sur la deuxième arme, quoi. Donc et tu vois, et puis aussi ça peut varier entre des fois les épreuves individuelles, les épreuves d'équipe. Donc moi mes 2 médailles paralympiques, je les ai obtenues au fleuret par équipe. Pour autant, là, mais depuis ces dernières années, ma dynamique individuelle, elle est portée sur le sabre. Et quel intérêt ou pourquoi avoir justement une spécialisation sur 2, voire 3 armes, plutôt qu'une seule comme en escrime individuel ? Est-ce que c'est parce que vous avez plus de combats, plus de possibilités ? Est-ce que ça a rapport aussi aux sélections pour les épreuves internationales et en particulier les Jeux paralympiques ? Oui, effectivement, nous ça peut. Alors il y a un petit peu tout qui rentre en ligne de compte dans ce que tu viens dans tes propositions. C'est que déjà si jamais on peut réussir à claquer une perf dans l'arme où on est un peu moins attendu, pourquoi s'en priver ? Ça serait toujours dommage de se priver d'une médaille. On a aussi la notion d'équipe où même si individuellement c'est peut-être parfois on est peut-être un petit peu plus en difficulté individuellement, mais du coup la somme d'un collectif, ça peut quand même donner une équipe très intéressante. Et aussi donc par rapport nous à la notion des sélections pour les Jeux paralympiques, ça peut aussi avoir un impact. Donc là tu prends nous pour les Jeux de Paris, typiquement là où moi ma situation elle est un peu plus délicate, c'est que au programme des Jeux, donc il y a le fleuret, l'épée, le sabre en individuel. Par contre, dans les épreuves d'équipe, on ne va avoir que du fleuret par équipe et de l'épée par équipe. Le sabre par équipe n'est pas au programme des Jeux. Donc c'est là aussi qu'on essaye de jouer sur plusieurs tableaux parce que là actuellement, on va dire, j'espère pouvoir décrocher ma qualification individuelle par le sabre et le fleuret c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, quand j'étais en début de cycle de sélection, je pouvais pas savoir si le sabre allait si bien marcher. Peut-être que le fleuret, justement, ça serait un peu mieux passé et aurait pu aller me permettre d'aller chercher comme ça un repêchage par les équipes. Voilà, il y a plusieurs situations possibles, quoi. Et je vais te prendre aussi par exemple un peu
un exemple, moi, d'un championnat d'Europe qui avait été à Strasbourg en 2014, où vraiment pour moi c'était, j'avais vraiment mis tous mes espoirs moi sur le sabre individuel. Et ben résultat, manque de bol, je me prends un peu les pieds dans le tapis au sabre individuel, je termine 5e de l'épreuve, bonne position mais pas sur le podium. Et à surprise générale, ben, le lendemain je fais bronze au fleuret individuel, ce qui était contre toute attente. Donc bon bah, quand des fois on peut faire un bon résultat, pourquoi pas. C'est sûr, on va pas s'en priver. Rapidement, parce qu'on avait déjà eu Margot Rivkis à ce podcast, qui elle est escrimeuse et sabreuse en individuel, mais rapidement, la différence, et surtout la différence en escrime handisport, entre les 3 armes, ça va être une question de poids, de positionnement, d'esquive, où est-ce que ça se joue ? Alors pour se le dire, c'est de le faire très rapidement, j'essaie de répondre en moins de 2 heures. Non, l'épée c'est l'arme, on va dire, la plus simple, c'est que on ne peut toucher qu'avec la pointe, et pour le coup il n'y a pas de règle, on va dire, spécifique, c'est le premier qui touche a le point, voilà, c'est tout. Et si les deux se touchent ensemble, chacun marque un point. L'épée c'est l'unique point de règlement où on a fait une adaptation entre l'escrime valide et l'escrime handisport, parce qu'en escrime valide, à l'épée on peut toucher n'importe où des pieds à la tête. Alors que dans le handisport, ben, les jambes ou le fauteuil, ça serait trop facile à toucher. Donc on rajoute un tablier isolant qui va couvrir les jambes et le fauteuil. Et de cette façon-là, à l'épée handisport, les zones valables, c'est au-dessus de la ceinture. Voilà. Ensuite, le fleuret, comme à l'épée, on ne peut toucher qu'avec la pointe. Par contre, on ne va viser que le tronc, donc vraiment le torse, le ventre, les épaules et le dos. Et par contre, on va avoir des règles de priorité. C'est-à-dire que si tu m'attaques, je dois d'abord me défendre avant d'avoir le droit de riposter. Et c'est là que l'arbitre a un rôle très important, puisque il faut que l'arbitre détermine qui a pris l'initiative de l'attaque, ou si l'autre s'est bien défendu, qui a pris le droit de marquer le point. Donc c'est là que c'est pas évident. Et la 3e arme, donc c'est le sabre, où on retrouve ces notions de attaque, parade, riposte, pour marquer un point. Mais à la différence du fleuret, on peut toucher avec toute la lame, et on va toucher également partout au-dessus de la ceinture. Donc contrairement au fleuret, on va rajouter la tête et les bras. Voilà, c'est très clair. J'imagine qu'il y a aussi une différence en termes de poids au niveau des armes et en termes de prise. Effectivement, oui. L'épée est une arme un peu plus lourde, elle pèse 750 grammes. Et alors que le fleuret et le sabre sont plus légers, ils pèsent 500 grammes. Et oui, alors en termes de prise, en termes de poignée, souvent on va dire c'est plus. Alors l'épée, il y en a qui ont des poignées ergonomiques où on peut vraiment caler les doigts, ou il y en a qui préfèrent être en poignée, ce qu'on appelle une poignée droite. De toute façon, c'est juste juste le prolongement de la lame qui va tout droit. Ça leur permet d'avoir plus de souplesse dans le jeu. Ça dépend vraiment des jeux à l'épée. Et alors qu'au fleuret, on est vraiment tous en poignée, justement en poignée ergonomique pour vraiment caler les doigts, ce qui permet d'avoir un peu plus de force pour taper les lames de l'adversaire. Et le sabre, par contre, le sabre, c'est vraiment le sabre un peu de cavalerie, voilà, avec une poignée simple. Ce qui permet d'avoir les mouvements les plus naturels pour aller ensuite faire des coups de taille, de tranchant sur l'adversaire. Bon, si nos auditeurs se disent 750 grammes, ça va, c'est pas si lourd que ça, je vous invite à prendre une bouteille d'eau, la vider à moitié, et puis vous amuser à faire des mouvements avec votre main pour faire bouger la bouteille toute la journée. Vous verrez si c'est pas si lourd que ça, 750 grammes. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors on n'a pas dans la main toute la journée, mais oui, pendant un match qui dure plusieurs minutes, ça devient vite très long, en fait, effectivement. Bon, et encore, vous êtes entraîné. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions déjà sur toi et sur le sabre. On est revenu aussi un petit peu sur ton palmarès. L'essence même du podcast, c'est quand même de revenir aussi sur le financement des carrières des sportives et sportifs de haut niveau, qu'ils soient valides ou handisport. Toi, à l'heure actuelle, comment est-ce que tu finances ta carrière ? Alors, c'était effectivement un grand sujet. Parce que si tu veux, en fait,
donc pour remonter un petit peu du coup sur le fil de ma carrière, donc voilà, il y a eu les cycles de Londres, de Rio et tout. On va dire j'ai marqué un temps de pause. Honnêtement, je me suis cru retraité sorti des Jeux de Rio parce que donc je t'ai expliqué en off les parcours de sélection qui sont extrêmement longs et éprouvants, et j'avais vraiment besoin de prendre du recul sur mon sport. Et puis bon, j'ai eu la naissance de ma fille, voilà, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont télescopés à la sortie des Jeux de Rio, et j'ai vraiment besoin de prendre du recul. Et un an après Rio, en 2017, Paris a été élu. Et du coup, là, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, les jeux à domicile, ça serait quand même dommage de louper ça. Donc bon, je me suis remis d'attaque, alors petit à petit. Donc la fédération m'a convaincu d'essayer de me remettre dans le processus de sélection de Tokyo. Ça, c'était fin 2018. Donc bon, j'ai essayé de regagner des crans petit à petit, mais bon, il m'a fallu comme du temps pour retrouver mes repères, mon efficacité, et du coup bon, j'ai loupé peut-être de pas grand chose, mais enfin en tous les cas j'ai loupé la sélection pour les Jeux de Tokyo. Bon, en soi bon, je m'étais dit bon, c'est pas un drame. Bon, de toute façon moi j'avais vraiment Paris en ligne de mire, et je m'étais dit de toute façon bon, le travail que j'ai mis en place sur mon escrime, ça va me servir pour le cycle Paris. Ça ok. Et du coup, je suis sorti. On va dire les Jeux de Tokyo sont passés. Je me suis posé un petit peu et je me suis dit bon, vis-à-vis de Paris, est-ce que je veux vraiment faire les Jeux ? Oui, vraiment, j'en ai vraiment envie. Ok. Donc, par rapport au boulot, comment ça se passe ? Bon, va falloir que je négocie avec le boulot, ce qui peut se voir comme détachement vis-à-vis de ce cycle. Et du coup, qu'est-ce que j'ai en partenaire, en budget, etc. pour financer, qu'est-ce que j'ai de financement garanti pour préparer les compètes ? Résultat, 0. Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Pour autant, malgré mon palmarès, mon expérience et tout, voilà, j'ai pas de partenaire spécifiquement identifié. Il y avait rien il y avait tout à faire. Donc moi, vraiment toute la démarche que j'ai eue, ça a été de me dire, il y a quelque chose, on va dire, que moi j'ai pas spécialement développé, et qui est peut-être un petit peu zone d'ombre. Enfin, je sais que nous, on va dire dans notre équipe, ça a jamais été un sujet extrêmement prégnant. C'était essayer d'exister par les réseaux sociaux. Ça fait aujourd'hui, c'est un incontournable pour essayer d'exister dans le paysage. Et du coup, je me suis rapproché justement de quelqu'un que je connais bien, dont c'est le métier, hein, bien sûr, justement de gérer ces aspects-là. Et du coup, donc on s'est mis à travailler ensemble, à la fois pour créer une vitrine réseaux sociaux, vraiment la faire monter en puissance petit à petit, et à côté de ça, vraiment, me donner toutes les armes pour maximiser mes chances. Donc, on a structuré le discours, vraiment fait la liste des contreparties que je pourrais apporter à des partenaires, monter un dossier de partenariat, refondu le site internet de fond en comble, etc. Et ensuite, du coup, ça a été de la prospection vraiment tous azimuts pour réussir à démarcher des entreprises, des partenaires, trouver des partenaires qui souhaitaient bien me rejoindre dans l'aventure. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, de temps, d'énergie. Là où je suis très content, c'est que maintenant effectivement le projet l'enveloppe a été sécurisée. Mais on va dire, je recueille, on va dire là surtout ça c'est un peu fini de se sécuriser depuis peut-être 4 mois à peu près. Mais du coup là je recueille les fruits de 2 ans de travail vraiment absolument quotidien, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, de travailler sur l'ordinateur, d'animer de faire mes articles pour les réseaux sociaux, de démarcher, d'envoyer des mails, des coups de téléphone avec les entreprises, rencontrer les dirigeants, contractualiser, suivre les relations, proposer les contreparties, etc. Donc je suis content parce que tout ce que j'ai travaillé
Et puis bah aussi, voilà, j'ai mis aussi un petit peu d'argent pour justement refaire le site internet, justement la rémunération de la personne qui m'accompagne, etc. Enfin, je l'ai vu comme un investissement, mais quand je me suis lancé, je savais pas du tout si j'allais avoir le retour escompté, quoi. Bon, ça a marché, j'en suis content. Mais oui, c'est un travail considérable et c'est autant de temps et d'énergie que je ne peux mettre ni dans mon entraînement d'escrime, ni auprès de ma famille. Mais c'est incontournable. C'est le parcours du combattant, du sportif de haut niveau. Est-ce que tu as l'impression aussi, parce qu'on en parle aujourd'hui justement, que c'est encore plus difficile pour les athlètes en e-sport ? Alors, aujourd'hui, à la limite, peut-être on n'a peut-être jamais eu une aussi bonne chance d'exister. On sent bien que les Jeux de Paris approchent, donc on sent bien il y a une belle énergie qui est en train de monter de toutes parts. Vraiment, on voit qu'on a beaucoup plus de sollicitations. On sait aussi que que la médiatisation aussi sera très très forte sur les Jeux. Il va y avoir 300 heures de direct sur France Télévisions pour les Paralympiques. C'est le triple de ce qui était à Rio et Tokyo. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que le public est prêt, est conscient des performances des athlètes paralympiques, a envie de découvrir les images, et ça crée une dynamique. Et aujourd'hui, on va dire, tant mieux. L'inclusion, la prise en compte du handicap, aujourd'hui, c'est un sujet prégnant, c'est un thème de société, c'est une thématique récurrente pour les politiques RH des entreprises, pour les politiques RSE, et à la limite, je pense aujourd'hui, on était bien peut-être en position un peu plus favorable, nous les athlètes handisport, peut-être par rapport à des athlètes valides, où justement on peut mettre en avant ce côté résilience, dépassement du handicap, etc. Qui peut matcher pas mal auprès d'équipes professionnelles et auprès des entreprises qui s'y intéressent, quoi. Alors toi, tu as une particularité, tu l'as dit, c'est que tu es conseiller clientèle dans une banque et ça te permet d'avoir quand même un minimum de salaire. Alors je sais pas si du coup tu as réussi à négocier avec ton employeur pour avoir un certain détachement, une certaine forme de détachement et donc ne pas travailler à temps plein à 35 heures tout en maintenant ton salaire. Donc ce qui veut dire que toi, tu as sécurisé ton budget pour aller éventuellement jusqu'à Paris. On en parlait en off, les systèmes de qualification, de sélection sont un peu compliqués. On va peut-être pas revenir là-dessus aujourd'hui, on pourra faire un épisode après, à la fin des JO pour en reparler. Mais donc toi, tu as sécurisé ton budget, donc toi, si tu vas jusqu'au JO, tout va bien. Mais il y a d'autres athlètes, la fin du tunnel n'est pas encore visible, on ne voit pas encore la lumière parce qu'ils sécurisent leur budget jusqu'au JO et après, à partir du mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on fait ? On se reconvertit ou on se convertit, parce qu'il y en a, c'est même pas une question de reconversion, c'est une question de se lancer dans la vie active et puis d'arrêter le sport. C'est aussi un problème. C'est sûr, le côté reconversion, ça c'est forcément pas évident. Alors pour répondre déjà un petit peu sur ta première partie de question, effectivement, oui, j'ai vraiment la chance d'avoir un super employeur. Je sais pas si je peux le citer. Tu peux citer. Et j'allais te dire aussi que tu peux citer celui qui t'accompagne sur la partie réseaux sociaux. C'est ça, voilà. Mais voilà, vraiment, moi c'est la banque LCL. Vraiment je remercie du fond du cœur, parce que il me donne vraiment de fantastiques facilités pour me permettre de mener pleinement ce projet Paris et clairement j'ai pas beaucoup de collègues qui ont d'aussi bonnes dispositions professionnelles que moi pour avancer, et du coup donc là j'ai un détachement là quasiment là tu vois pour l'année 2024, je vais avoir un détachement de 90% sur l'année professionnelle, ce qui fait que là, l'idée, en gros, c'est que je vais rester pleinement concentré sur l'escrime jusqu'au jeu, et je reprendrai du coup mon activité professionnelle à la fin de l'année. Et au moins, ça me permet de vraiment me projeter comme ça sur le côté sportif, et ça sans perte de salaire. Donc au moins vraiment je peux quand je pars sur les compétitions, les entraînements et tout, j'ai pas le problème de me dire comment est-ce que je vais payer le loyer ce mois-ci, les courses ou quoi que ce soit. Je suis payé comme si j'étais à temps plein au bureau, et ça c'est un avantage qui est prodigieux. Voilà. Après, donc comme je te dis, voilà, quand je te parlais donc du financement, ce sont dans tous les à côté. C'était du coup les déplacements sur les compétitions, justement. Donc là,
la rémunération donc de mon préparateur physique, de personnes qui m'accompagnent sur les réseaux, etc. Le matériel, les soins, voilà tous les postes de dépenses qui sont à côté. Ce qu'on a défini, alors je sais pas en termes de saison, mais pour moi c'était vraiment le projet Paris global, donc qui était un projet d'à peu près 3 ans, pour être en situation de confort. Donc voilà, c'est ce qui permet. Hors salaire. Donc ça c'est en dehors de ton salaire, c'est tous les à côté qu'il y a dans les frais qui sont générés par ta pratique sportive à haut niveau. C'est ça, voilà, et tenir compte, et à mon sens d'avoir aussi la juste rémunération des personnes autour de moi qui m'accompagnent sur le projet. Et pour moi, c'était vraiment aussi important d'avoir ces aspects-là, parce que je veux dire, mon entraîneur, mon maître d'armes, voilà. Donc, la rémunération d'un maître d'armes, c'est pas extraordinaire. Je sais qu'il fait en plus un petit job à côté pour compléter. Enfin voilà, il court dans tous les sens, et voilà, si je peux lui dégager quelque chose en plus pour l'aider, ça, vu tout ce qu'il aura investi en temps et en énergie pour me lancer vers les jeux, ça sera bien la moindre des choses, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après oui, donc pour répondre à ce que tu disais, effectivement le côté l'après-jeu, c'est pas forcément évident, surtout quand on est pris qu'on a tout pendant des années, on a une ligne d'horizon qu'on a devant soi, et quand cette ligne d'horizon elle est passée, c'est savoir comment on se retourne après. Donc comme tu dis, moi j'ai la chance du coup d'avoir déjà un emploi qui m'attend, et du coup j'ai toujours mené de front comme ça une activité professionnelle avec ma vie sportive, mais c'est sûr que pour des athlètes si des athlètes n'ont jamais eu d'activité professionnelle à côté, ça peut faire un sacré saut dans le vide, et c'est pas évident à négocier. Et c'est l'essence même de ce podcast, c'est d'être là pour les mettre en avant et pour les aider aussi, déjà par la communication, mais aussi en mettant en place des systèmes de collecte de fonds, à financer leur carrière. Alors pour toi, c'est pas la peine puisque tu as réussi à boucler le budget, mais on en reparlera peut-être l'année prochaine vers la route vers Los Angeles 2028, non ? Non, ça va aller, c'est bon. Non, c'est bon. 3 campagnes, ça t'aura suffi. Tu veux pas aller vers une 4e ? Surtout, en fait, c'est que si tu veux, si je suis sélectionné pour Paris, ça serait ma 3e participation. Participation, oui. Mais en fait, des campagnes, si tu veux, moi, je suis sur le haut niveau. Je suis arrivé en 2003. Alors bon, pour Athènes, j'étais un petit peu juste. Ok. Après, j'ai fait pleinement le parcours de qualification pour Pékin. J'ai manqué le coche de Pékin à vraiment pas grand chose, et puis je voulais privilégier des études et tout. Bon, Pékin, ok, tant pis. Après, il y a eu Londres, il y a eu Rio. Je me suis remis à cheval pour Tokyo. Bon, ça s'est manqué. Là, il y a eu Paris. Donc en fait, en soi, j'ai fait 5. Ça fait 6 campagnes. Quasiment 6, ouais. Donc au final, bon, c'est bon. J'aurais ma dose, et puis à mon sens, déjà plusieurs raisons, c'est que à la fois vis-à-vis du boulot, de la famille, ça a été des négociations, mais de vraiment se poser, se dire, ok, est-ce qu'on se lance sur le projet Paris ? Allez, on se donne les moyens, c'est reparti. Mais c'est vraiment l'idée que Paris, c'est comme un événement exceptionnel. Et c'est des gros sacrifices vraiment pour tout le monde, pour ma compagne, pour ma fille. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas évident à vivre, non, aussi de leur côté. Je sens aussi moi que physiquement il y a de plus en plus de petites blessures, de petits pépins, et voilà, ça devient vraiment compliqué. Alors là, pour les mois qui restent, je vais tenir, c'est pas un souci. Mais de là à repartir 4 ans supplémentaires, physiquement, rien que physiquement, ça serait quand même vraiment pas évident. Je le sens bien que sur les compétitions, faut que je fasse de plus en plus appel à ma roublardise, et je peux de moins en moins faire appel à mon endurance. Et puis au-delà de ça, je pense que si tu veux, pour se lancer sur un projet comme les Jeux Olympiques ou Paralympiques, c'est pas juste se dire ouais, je fais 3 compétitions puis je verrai où ça me mène, et puis on verra bien, quoi. Non, faut vraiment le prendre en amont. À mon sens, c'est vraiment essayer d'identifier tous les aspects qu'il va y avoir à prendre en compte.
Encore une fois, voilà, le boulot, la famille, les finances, des événements perso, des contraintes, enfin, vraiment essayer des solutions, quelles solutions d'entraînement on peut trouver, s'il y a des contraintes, voilà, toutes les choses à mettre ensemble. Et c'est quelque chose qui prend tellement corps et âme que je pense, voilà, il faut qu'on ait un supplément d'âme, il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur pour se lancer dans une aventure comme ça. Et moi, si tu veux, pour moi, les Jeux de Londres, c'était le rêve de gosse. Vraiment de 11 à 26 ans, ma participation, je pense que quasiment tous les jours, j'exagère à peine en te disant que tous les jours, je me suis réveillé en me disant un jour je serai dans le stade et je verrai la flamme s'allumer. C'était vraiment le rêve d'enfant que je voulais vivre. En plus, honnêtement, quand j'étais petit, je m'étais dit je serai champion paralympique, etc. Bon, en grandissant et avec la réalité du haut niveau, je suis quand même pas si simple. Mais de revenir de Londres en plus médaille d'argent, enfin pour moi elle vaut de l'or cette médaille quoi. C'était vraiment le rêve éveillé. Donc pour moi j'étais vraiment arrivé au bout de mon parcours individuel. Après quand je me suis relancé sur Rio, c'était de me dire ok, j'ai fait le tour de ce que je pouvais espérer dans mon sport. Maintenant qu'est-ce que je pourrais, quelle pierre supplémentaire je pourrais apporter à l'édifice. Et ce que j'ai souhaité, c'était d'aider au mieux les copains, les copines de l'équipe, enfin bon, le groupe, l'équipe de France, à essayer de porter le plus haut possible. Et donc du coup j'ai postulé, j'ai été élu par mes collègues capitaine de l'équipe de France pour le cycle de Rio. Donc j'ai eu à cœur pendant 4 ans d'essayer de mettre les coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent performer. Je faisais l'interface avec les entraîneurs, avec la fédération. J'ai développé aussi une page Facebook pour à l'époque pour mettre en valeur l'équipe de France. Voilà, je faisais tout ce travail-là. Et du coup, comme je te disais, après Rio, je suis sorti du coup complètement rincé de tout ce cycle avec tous ces, à la fois sur ma propre vie sportive et ce côté capitaine qui m'avait pompé aussi pas mal d'énergie. Et maintenant, moi, ce qui me donne faim pour Paris, c'est parce que c'est à domicile. C'est une chance unique. Ça se reproduira pas. C'est entre guillemets miraculeux que ça puisse m'arriver à un si bon moment dans ma vie. Tu vois, je vais avoir 38 ans pour les Jeux. J'ai encore toutes mes capacités physiques, même s'il est temps que ça s'arrête. Mais bon, pour l'instant, ça va encore sans problème. J'ai 20 ans d'expérience. Vraiment, tous les paramètres sont réunis pour que je puisse tenter l'aventure. J'ai pas 60 ans, j'en ai pas 10. C'est le bon moment. Et des jeux à domicile, tu sais mieux que moi, ça va être la première fois qu'on va voir les jeux d'été depuis 100 ans pour les Jeux Olympiques. C'est la première fois de l'histoire qu'on va voir les Jeux Paralympiques devant le public en France. Enfin, pour moi, c'était impossible que je tente pas ma chance. Et vraiment, quand je me suis lancé sur le début du cycle. J'avais vraiment cette sensation au fond de moi de me dire que si dans 10 ans ma fille vient me voir et me dit et toi papa pour Paris t'étais où, si je lui dis que j'étais dans mon canapé et que j'ai rien fait pour essayer d'y être, j'aurais regretté jusqu'à la fin de mes jours. Donc ouais, pour moi c'était vraiment l'idée de ce cycle, c'était je peux pas savoir à l'avance si je ferai forcément les Jeux, parce que de toute façon ça dépend des sélections. Mais j'ai pas le droit de pas tout mettre en place pour essayer. Voilà. Et je suis peut-être un peu caricatural dans mon discours, mais je pense peut-être même pas. Je pense, on va dire, il y a des générations entières d'athlètes français qui sont nés et morts en espérant voir les Jeux à domicile. Ils auront jamais pu le voir ou le vivre. Moi j'ai cette chance-là, j'ai pas le droit de pas apporter ma pierre à l'édifice pour cet événement quoi. C'est le pire qu'on te souhaite, d'être sélectionné, de pouvoir y aller, et même je dirais même que le pire du pire, ce serait que tu sois champion olympique en individuel. Tu réaliserais ton rêve de gosse. Oh là oui, oh là, on en est pas.
Ça va pas être si simple que ça. En parlant de rêve de gosse, si on pouvait vivre dans un monde un peu parallèle, si tu pouvais te projeter à côté du petit Ludovic Lemoine de 8 ans, au moment où tu vas commencer l'escrime en e-sport, et que lui, en fait, il te connaisse, il sache exactement quelle vie tu as eue, donc quelle vie il va avoir. Qu'est-ce que tu penses que lui dirait de toi en te voyant ? Qu'est-ce qu'il te dirait ? Non, t'es le premier à me poser une question comme ça. Je peux prendre 4 heures et une copie double pour... Ça va, on réenregistre dans 4 heures si tu veux. Non, mais qu'est-ce qu'il me dirait je pense qu'il me dirait, ben voilà, t'es devenu ce que j'espérais devenir, et il dit, je pense qu'il me dirait juste, ben je suis fier de ce que t'es devenu, quoi. Je suis fier de tout ce que t'as fait. Bon, c'est surtout ça, quoi. Et enfin surtout de tout ce que t'as fait, et à la fois pas sur le côté résultat sportif aussi, essayer d'être fier aussi, ben de ma manière d'être, de représenter mon sport, d'essayer d'être on va dire le plus vivable possible avec mon entourage, d'essayer de ne pas non plus perdre pied aussi sur certains aspects, quoi. Et qu'est-ce que tu penses que tu lui répondrais du coup ? Ou quel conseil tu pourrais lui donner ? Bah, comme je sais qu'il va faire tout ce que j'ai fait, je sais que je suis pas inquiet. Mais je dirais, t'en fais pas, va y avoir beaucoup de moments difficiles, va y avoir des moments, ça va être fatigant, ça va être douloureux, il y aura énormément de moments de doute. Mais ça va passer. Super, bah écoute Ludovic, merci beaucoup pour cette presque heure qu'on a passée ensemble. Pour finir, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. D'ailleurs, tu nous as pas donné le nom de la personne qui t'accompagne, enfin libre à toi de le dire si tu veux. Il s'appelle Romain Le Calonnet, qui travaille sur Bordeaux, et si vous souhaitez faire appel à ses services, je pense qu'il en sera ravi. Je pourrais vous le présenter. Et du coup, toi, si on veut regarder ce que ça donne, tes réseaux sociaux, si on veut te contacter, si on veut t'encourager, si on veut te soutenir pour Paris 2024, même si on sait que les sélections tomberont fin juin, mais en tout cas, on croit dans ton projet. Donc, si on veut te faire signe, ça se passe où ? Eh ben, suivez donc sur mon Insta, Ludo_Lemoine. C'est vraiment que là vous trouverez le plus d'actualité. Il y a la page athlète aussi sur Facebook, et sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir pour retrouver un peu plus d'éléments sur mon parcours, sur mon palmarès, découvrir tous les partenaires qui m'accompagnent, sur mon site internet, donc ludovic-lemoine.fr, et vous aurez aussi tous les éléments pour me contacter, m'envoyer un mail. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fera toujours chaud au cœur. Et je finirai aussi juste en revenant sur l'Insta, tu vois, ce qu'on avait essayé de voir justement avec Romain, c'était au-delà de présenter mes actualités sportives, et ce qui est normal, on va dire, comme tous les athlètes, d'essayer un petit peu de pousser le curseur un peu plus loin, on va dire, d'avoir une approche un petit peu différenciante, de présenter des vidéos où je montre justement des gestes d'escrime au fleuret et au sabre, parce que souvent c'est que tout le monde me dit l'escrime c'est trop beau mais ça va trop vite, je vois rien. Donc là justement l'idée c'est de décomposer des gestes au ralenti pour expliquer un peu comment ça se passe sur des petites vidéos vraiment short, et puis aussi des publis avec thématiques de handicap, de matériel escrime, des petites choses aussi pour amener un peu de contenu supplémentaire. Je vous invite à découvrir tout ça. On va aller découvrir tout ça. Je remettrai de toute façon toutes les notes, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Ludo, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et puis, écoute, bon courage pour Paris, et on espère te voir là-bas sur comment on dit d'ailleurs, sur les terrains d'escrime ? Les pistes d'escrime. Sur les pistes d'escrime. Écoute, bon courage, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt, avec plaisir. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Ludovic Lemoine, que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Ludovic et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte, et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport, et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager
partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!